dans divers rôles dans l'industrie du coton depuis 1995. Deux grands thèmes ont dominé le travail d'Alain dans le coton, la recherche et la durabilité. Au départ, il travaillait avec les cotonculteurs pour étudier et donner la priorité aux investissements de recherche dans la production cotonnière. Il a également été à la tête du développement du programme BMP de l'industrie du coton, qui est maintenant appelé MyBMP, Mon Coton. Et suite à 11 années d'avoir travaillé sur BMP, Alain a commencé à travailler sur la Better Cotton Initiative à l'envergure mondiale, encore une fois, à la pointe de la définition d'un meilleur coton. Ceci lui a étendu sa perspective dans des sites comprenant le Brésil, l'Afrique de l'Ouest, l'Inde et le Pakistan. Après qu'il avoir quitté la Better Cotton Initiative en 2012, il travaille pour la Corporation pour la recherche et le développement du coton de l'Australie, où il est maintenant directeur pour la recherche et le développement. Il est également président du panel d'experts sur la performance sociale, économique et environnementale du coton de l'ICAC. Et ceci étant, Alan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kai. Je partage mon écran. Et j'espère que tout le monde voit mes planches. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Le docteur Cranti a eu la gentillesse de laisser un sujet assez ouvert pour moi pour l'interpréter. Le sujet en général, ce sont les défis de la durabilité du coton. Et donc, plutôt que de vous parler des questions pointues de durabilité liées au coton, qui, je pense, la plupart d'entre vous connaissez bien, je voudrais mesurer la durabilité. Comment la mesurons-nous et qui mesure la durabilité? Et je pense que je vais commencer par vous montrer que qui le mesure et vous parlez de comment c'est mesuré. Et dans un esprit de faire les choses différemment, alors que nous avons une conférence en ligne, je voudrais souligner que ce n'est pas un propos typique. Je vais, sans honte aucune, vous présenter une présentation tout à fait personnelle à cette question du coton. Je suis quelqu'un qui a une longue implication dans l'industrie cotonnière et je suis propriétaire. Bien entendu, c'est une conférence de recherche, donc soyez assurés que je vais citer des conclusions de recherche ainsi que mon expérience personnelle. Mon principal propos aujourd'hui ou ce soir pour moi, c'est que lorsqu'il s'agit de mesurer la durabilité de la production du coton, il y a deux systèmes de collecte de données parallèles qui fonctionnent et qui évaluent les impacts des systèmes de production du coton. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par étudier certaines des répercussions de ceci, en mettant l'accent sur la consommation d'eau qui viendra compléter la présentation de Marcelo qui suivra la mienne. Une conséquence à garder à l'esprit, à la fois concerne comment nous mesurons la durabilité de la production du coton et qui détermine le comment, ce qui influera directement sur les messages principaux que les personnes entendent. Comme Kai l'a dit, j'ai grandi dans une production, dans une exploitation cotonnière à Wiwa, cette flèche en violet, et je vis à 40 km de là. Et vous voyez des photos dans la première récolte que nous avons produite et la dernière récolte. J'espère que vous pouvez déterminer qui je suis sur chacune des deux photos. Une chose que je voudrais indiquer clairement, c'est que j'ai grandi dans une exploitation cotonnière, mais je ne suis pas agriculteur moi-même. Mon rôle à la corporation est d'encadrer les investissements dans la recherche pour le bénéfice de l'industrie cotonnière australienne et pour la communauté. Néanmoins, j'ai la chance d'avoir une exploitation agricole qui est en fait un pâturage de 350 hectares et j'ai encore plus de chance parce que cette exploitation agricole n'est pas ma principale source de revenus. Vous comprendrez pourquoi je dis cela dans quelques instants. Rapidement, quels sont les deux systèmes de collecte de données et de mesure de la durabilité qui sont en cours et qui sont en utilisation? Le premier système est ce que j'appelle un système de bonne pratique agricole focalisé sur l'exploitation agricole. L'objectif ultime est de comprendre les effets des pratiques agricoles et d'utiliser cette information pour appuyer une meilleure gestion agricole. Telle était l'intention derrière le document cadre publié de manière conjointe par l'ICAC et la FAO en 2015.
Ce document donne un grand aperçu des thèmes de durabilité, et y compris les défis de l'exploitation du coton du point de vue de l'agriculteur, et de manière plus importante, recommande une série d'indicateurs pour évaluer et mesurer les progrès sur les questions de durabilité critiques pour l'exploitation cotonnière. Comme je l'ai dit auparavant, l'adoption systémique de ce cadre mènerait à toute une série d'avantages potentiels pour l'industrie cotonnière. Tout d'abord, cela permettrait de normaliser les indicateurs permettant de mesurer l'industrie mondiale du coton, ce qui renforcera la capacité de la filière cotonnière en tant qu'entité mondiale de comprendre, de présenter rapports et d'améliorer la performance sociale, environnementale et économique. Et deuxièmement, et ça c'est très important, cela donnera à la filière cotonnière les outils pour évaluer correctement les données utilisées par la chaîne en aval pour mesurer la performance du coton et vérifier si ces informations sont précises et représentent véritablement la performance du coton à l'échelle mondiale. Et de même, ou inversement, le fait de ne pas normaliser les indicateurs fait en sorte qu'il est encore plus difficile pour le coton de faire concurrence aux fibres synthétiques en matière de durabilité. Ce qui est important avec ce cadre et ce système de collecte focalisé sur l'agriculteur, le principal objectif de collecte de données serait d'aider celui qui fait la collection, qui peut être l'agriculteur, le chercheur, une instance de l'industrie telle que le CRDC ou l'ICAC, ou une initiative telle que BCI, Fairtrade ou coton fabriqué en Afrique organique, de les aider à comprendre ce qui se passe au niveau de l'exploitation agricole ou au niveau des systèmes. En fin de compte, l'objectif est de mieux comprendre et de comparer les effets de différentes pratiques agricoles du point de vue environnemental, social et économique. Et ensuite, d'identifier comment améliorer les choses. Et vu ce besoin du retour d'informations au niveau de l'exploitation agricole, les données collectées sont détaillées et spécifiques aux sites sur lesquels elles ont été collectées. Le deuxième système est également très intéressé par les effets de la production du coton, mais est focalisé sur la filière cotonnière. L'objectif est d'aider celui qui collecte des données à comprendre les effets de toute la chaîne d'offre, de sous-tendre les politiques d'acquisition, de satisfaire à des objectifs de durabilité d'une entreprise et de faire de la commercialisation basée sur un étiquetage environnemental et de la comparaison des projets. Ces trois images montrées de gauche à droite font une comparaison de la consommation d'eau utilisée dans différentes contributions. Au milieu des jeans et l'empreinte en eau, et la dernière image à droite, les deux t-shirts qui disent combien de terre en vert et combien d'eau en bleu sont nécessaires pour produire ce t-shirt. Prétendent donner ces informations, mais tous ces calculs étaient basés sur une évaluation du cycle de vie, ce que l'on appelle LCA. Cette évaluation du cycle de vie, ce LCA, est un outil utilisé pour évaluer les effets environnementaux d'un produit à travers tout son cycle, de son extraction des matières premières, y compris donc la production du coton dans ce cas-ci, transformation, transport, fabrication du vêtement, utilisation du vêtement par le consommateur, et en fin de compte, élimination du vêtement une fois qu'il est usé. Et donc, des méthodologies sont complexes, elles évaluent les effets, y compris l'usage de l'eau, le manque d'empreintes, le réchauffement planétaire, l'eutrophication, l'exotoxicité et l'usage des sols. Étant donné que le coton est une matière première essentiellement, les données sont collectées à une échelle tout à fait différente de celle des bonnes pratiques agricoles focalisées sur l'exploitation agricole et fondées sur des moyennes pour une région ou un pays ou un type de système agricole. Il peut, et souvent on s'appuie sur des séries de données LCA que vous ne voyez pas, qui sont cachées, et donc sur lesquelles vous n'avez pas d'informations. Ce sont des informations souvent captées à distance par l'industrie, par l'image satellitaire. Ce deuxième système est caractérisé par des initiatives telles que le processus des règles de catégorie des empreintes environnementales des produits de l'Union européenne, qui essaye d'utiliser l'évaluation des cycles de vie pour garantir que les prétentions environnementales qui sont utilisées sont faites sur une approche homologue et peuvent être comparables.
si le consommateur considère deux vêtements différents et leurs prétentions environnementales, qu'il ait une bonne base de comparaison, qu'il compare des pommes avec des pommes. Donc, ces deux systèmes se focalisent sur les mêmes questions de durabilité, mais sont sous-tendus par des besoins tout à fait différents. Néanmoins, et ça c'est le volet critique de ma thèse, je pense que parce qu'il y a un chevauchement très important entre ces deux systèmes sur les questions très importantes d'intérêt, par exemple au niveau de l'exploitation agricole, l'usage de l'eau, l'émission des gaz à effet de serre, par exemple, et parce que vous pouvez utiliser les données au niveau de l'exploitation agricole pour sous-tendre une LCA, une évaluation du cycle de vie, alors il y a une hypothèse implicite qu'il est simple d'agréger les données du niveau de l'exploitation agricole jusqu'au niveau de la chaîne d'offre, et de même que ces données collectées à distance au niveau du cycle de vie sont des informations utiles pour un agriculteur. En d'autres termes, on parle de l'hypothèse qu'il est assez simple de faire passer les données entre les deux systèmes pour satisfaire leurs besoins respectifs. Et donc, la réflexion est qu'il s'agit simplement de s'assurer que chacun des systèmes collecte des données liées au même domaine d'impact, pesticides, eau, émissions de gaz à effet de serre, et que de même, nous utilisons les mêmes systèmes de mesure et de calcul pour nous assurer que nous comparons des pommes avec des pommes et non pas des miles avec des kilomètres. Les personnes qui m'ont entendu parler du LCA auparavant savent que je n'aime pas beaucoup ce LCA, cette évaluation du cycle de vie. J'aimerais être clair, ma préoccupation ne sont pas qu'ils ont un problème inhérent, mais lorsqu'il s'agit de l'utilisation de ces données en matière d'agriculture, ils présentent des limitations graves qu'il convient de reconnaître. Et je ne pense pas que l'on reconnaisse suffisamment ces limitations, notamment vu leur utilisation en tant que mécanisme d'étiquetage. Et ceci doit être reconnu pour éviter des effets délétères et des conséquences inattendues. Comme tous les outils, ils doivent être utilisés de manière adéquate. Une étude LCA peut être utile pour identifier les points chauds dans un système ou dans une chaîne d'offres, mais ils n'ont pas vraiment un rôle à jouer pour aider un agriculteur à améliorer leur performance environnementale. De même, j'ai des graves préoccupations quant aux répercussions d'un système d'étiquetage basé sur les LCA qui s'appliquerait à une matière première telle que le coton. Je pense que cela produit un véritable défi à la fois pour les agriculteurs, les marques et les détaillants, vu certaines des limitations que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je voudrais vous indiquer certains de ces défis lorsqu'il s'agit de passer de l'exploitation agricole à la chaîne d'offres, et plus important, les limitations d'utiliser des données collectées dans le contexte d'un LCA pour sous-tendre des décisions de gestion agricole et aider à réduire les effets environnementaux. Lorsqu'il s'agit de traduire des informations utiles entre ces deux défis, et qu'il convient de mieux aligner la collecte d'informations. Et je pense que ceci pour différentes raisons. Nous devons nous assurer que les limitations des systèmes de mesure sur la durabilité LCA sont clairement reconnues, particulièrement vu leur utilisation dans la commercialisation et l'étiquetage, à savoir les résultats LCA sont utilisés pour communiquer directement avec les consommateurs, alors que je ne pense pas qu'on puisse arrêter cette tendance, et donc nous devons faire cela parce qu'ils ne transmettent pas la complexité et la variabilité inhérente dans le système naturel dans lequel a lieu l'agriculture. Ils ont été conçus pour identifier des domaines prioritaires, pour réduire les empreintes de produits, et non pas en tant qu'outils pour sous-tendre la communication aux consommateurs. Deuxièmement, ces outils ne sont pas exhaustifs, ils ne font que se focaliser sur les aspects environnementaux et ne parlent pas du tout, par exemple, des aspects sociaux. Et par ailleurs, tous les aspects environnementaux ne sont pas inclus lorsque l'on parle de textile. Donc, les effets environnementaux associés à la pollution par microfibres ne sont pas notés dans aucune des méthodologies utilisées à l'heure actuelle pour évaluer l'empreinte environnementale des textiles, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Et comme je l'ai dit auparavant, et que je continuerai à souligner, une LCA fait très peu pour indiquer à l'agriculteur ce qu'il devrait faire pour améliorer sa performance. Un volet central, c'est que la collection des données, la validation et l'analyse des données prend beaucoup de temps et cela coûte très cher. Si les avantages du cadre de durabilité développé par l'ICAC et la FAO doivent être mis en place, nous devons être intelligents quant à la façon dont nous analysons et collectons et parlons des données. Si nous avons deux systèmes qui ne sont pas en syntonie, nous ne sommes pas efficaces et nous limitons
l'impact des quantités énormes d'argent qui sont investies pour faire le suivi, la mesure et l'amélioration de la durabilité de la production cotonnière à travers les deux systèmes. Et nous risquons de semer la confusion parmi les consommateurs en présentant des informations contradictoires. Et donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est présenter ceci dans le contexte de mes expériences personnelles. Je vais vous montrer une rapide vidéo de mon exploitation agricole. Et pour être clair, il n'y a pas de son dans la vidéo, mais j'espère que les images vous raconteront l'histoire. Comme nombre d'entre vous le savez peut-être, l'Australie a connu une période de grave sécheresse entre 2016 et 2020. Et notre exploitation agricole n'a pas été l'exception. Ces images ont été prises en janvier de l'année dernière. En février de l'année dernière, on a reçu plus de précipitations en 15 jours que ce qu'il n'a plu pendant toute l'année 2019. Et bien entendu, vous voyez la magie de cette pluie que cela a créée chez nous, sur mon exploitation. Il y a diverses répercussions pour ce que cela veut dire en termes de mesure de la durabilité. Tout d'abord, il faut souligner les limitations. Lorsque vous utilisez un moment dans le temps, dans une LCA, les évaluations d'impact tiennent compte de choses telles que le potentiel d'érosion de la terre et les niveaux de matière organique. Ceci aurait changé de manière très très importante au cours des 12 mois depuis cette pluie. Et donc le moment de la collecte de ces données a une grande influence sur la collecte selon le moment où les LCA ont été collectés. Bien que la seule variable, c'est la quantité de pluie. Si cette terre était utilisée pour produire un produit étiqueté LCA, ce n'est pas le cas. Mais quand faudrait-il évaluer l'impact, avant ou après la pluie? Si vous voulez évaluer la durabilité, vous devrez le faire après la pluie. Mais alors, faudrait-il changer l'étiquette chaque année basée sur les données individuelles, même si les changements sont dus à des conditions naturelles et non pas à des choses que l'agriculteur peut contrôler, sa gestion. Et si c'est quelque chose de mélangé ou le coton, les fibres du vêtement peuvent provenir de plusieurs pays différents et bien sûr de plusieurs exploitations agricoles différentes. Donc un élément central, c'est que mesurer la durabilité de la production cotonnière, c'est quelque chose qui doit se faire à long terme vu l'influence potentielle des variations saisonnières, la complexité de ces interactions. Ces variations et ces complexités doivent être suivies et mesurées au cours de longues périodes de temps pour identifier les tendances et les effets de toute intervention de gestion qui cherche à améliorer la mesure de la durabilité. Et bien entendu, comme nombre d'entre vous le savez, il ne s'agit pas uniquement de disponibilité de l'eau, c'est un moteur fondamental des systèmes d'exploitation. Il y a un grand nombre d'autres variables en dehors du contrôle de l'agriculteur qui affectent la mesure de la durabilité et qui doivent être suivies au cours de longues périodes. D'autres variations saisonnières sont par exemple l'évolution des températures, s'il fait chaud, s'il fait froid, la couverture des nuages, l'intensité et le moment des pluies, et non pas uniquement la quantité de la pluviométrie, ce qui peut influer sur la pression par les insectes, les plantes adventices et les maladies, bref, tous les problèmes, et affecte donc le rendement et les niveaux d'intrants nécessaires pour gérer l'exploitation. Et en termes de serre, il y a toute une série de choses qui varient d'une région à l'autre, entre les exploitations, ou même au sein d'une même exploitation. Le type de sol, la fertilité des sols, le niveau de nutriments, la capacité de rétention de l'eau, la densité et l'inclinaison de la terre, tout cela est très variable. Et donc, pour m'écarter de mon exploitation agricole, mais rester local, il y a... Alors, vous pourrez être étonné d'apprendre qu'on s'attend à ce que toute présentation d'un Australien à un public international doit au moins contenir 2 images d'animaux étranges que l'on ne trouve qu'en Australie. Donc, voici la première image. C'est une limace de plus de 20 cm rose qui est trouvée qu'en Australie, mais en fait qui n'est trouvée que dans un seul endroit en Australie, à savoir d'une zone d'environ 100 hectares au sommet de montagnes près d'où j'habite. Et je vous promets que ce n'est pas du photoshopping, c'est vraiment une limace qui est rose vive dans la nature. Et ce que je voudrais faire, c'est utiliser cette image de cette limace rose pour
servir d'exemple pour un des types de la magie dont je voudrais vous parler, à savoir la magie de la nature. Comme ma vidéo, j'espère, vous l'a illustré, la capacité des sols et particulièrement des microbes du sol essentiels pour la santé des sols lorsqu'il s'agit de récupérer de périodes sèches longues, c'est une véritable magie. Ainsi que la capacité des plantes à transformer le dioxyde de carbone de la lumière du soleil en eau et l'eau en carbone et en alimentation. Et d'autres plantes prennent les bactéries du sol, prennent l'azote de l'air et les transforment en azote qui peuvent être utilisés par la plante. Malheureusement, le coton n'est pas une telle plante et c'est l'un des défis de recherche, je pense, qu'il serait bon, dans lequel il serait bon d'avoir des percées. Mais pour parler d'un deuxième type de magie qui est moins magique et qui est davantage, qui relève davantage de la méthodologie scientifique. Et pour parler de mon thème des LCA, un aspect des LCA qui est important de comprendre, c'est qu'il pourrait y avoir des méthodes multiples pour calculer les effets et que le choix de la méthode peut avoir des effets très importants sur les calculs de combien d'eau est dite avoir été utilisée et combien de carbone sont considérés comme ayant été émis pour produire quelque chose. Voici un exemple du monde réel, de l'industrie laitière australienne liée à une évaluation de la consommation en eau basée sur un LCA, de combien d'eau est nécessaire pour produire 1 litre de lait. Les données ont été collectées de 75 exploitations laitières de 3 régions en Australie et ces données ont été calculées pour évaluer la consommation en eau en utilisant 3 modèles différents. Chaque bouteille représente les résultats d'un de ces modèles. La moyenne des 75 exploitations agricoles sont dans la bande en bleu à travers le milieu de chaque bouteille. L'éventail de résultats pour chaque modèle est à droite, en dessous, au-dessus des barres, et vous voyez les éventails ainsi que les moyennes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une différence de plus de 300 fois entre le modèle qui a la moyenne la plus faible et le modèle qui a la moyenne la plus élevée. 18 à plus de 6600 litres, malgré le fait que ce sont les mêmes 75 exploitations agricoles qui sont analysées par chaque modèle. Clairement, donc, du point de vue du consommateur, le modèle serait transmis serait très différent si vous disiez qu'un litre de lait prend 18 litres d'eau pour être produit, comparé au fait que cela prend 6600 litres d'eau. Mais ces chiffres sont tous basés sur de véritables méthodologies de LCA pour évaluer les effets, la consommation en eau pour produire 1 litre de lait. Beaucoup de variations dans l'information nécessaire sur combien d'eau nécessaire pour produire le coton est attribuée, je pense, aux différences dans les méthodologies utilisées. Et bien entendu, du point de vue de l'individu qui influe sur leur choix de méthodologie. Et donc, un autre aspect de LCA à souligner, c'est que comme pour tous les domaines de la science, il y a des approches différentes. Et donc, les 3 modèles ici font tous la même chose. Et de même, les méthodologies elles-mêmes qui sous-tendent les calculs de l'impact évoluent. Ils ne sont pas statiques. Ils sont sujettés à un raffinement ou même des changements fondamentaux dans leur approche d'une méthode à l'autre. Et vous voyez les effets potentiels dans cet exemple de changement de méthode. Et donc, rapidement, le facteur émission associé à l'utilisation de l'azote, qui traduit la quantité d'azote utilisée en émission de dioxyde de carbone équivalent, est passé de 310 à 298 pour le coton et pourrait changer à nouveau. Ceci pourrait faire difficile de comparer des études s'il n'apparaît pas clairement quel facteur a été utilisé pour convertir l'usage d'azote à son équivalent en émissions en matière de dioxyde de carbone. Ce chiffre est-il dû à simplement un changement de méthodologie ou à une véritable amélioration? D'après mon expérience, les études de LCA qui étudient le coton ont de mauvaises références et donc il est difficile de savoir quelles données, quels facteurs, quelles hypothèses ont été utilisées pour arriver à ce chiffre. Il peut y avoir des variations énormes. J'ai vu des études avec une différence de 10 fois dans les émissions de carbone estimées par balle de coton produite en Australie. Au lieu d'avoir un facteur dans les changements techniques de la méthodologie qui permettent de comprendre le changement dans le temps, et cela devient de plus en plus difficile, il faut tenir compte qu'il y a des brèches fondamentales entre les deux systèmes, et c'est l'échelle et la logistique. Il y a des dizaines de millions
d'exploitants de coton. Étant donné que le coton est un produit de base, il n'est pas pratique de s'attendre à de l'information spécifique sur l'impact de chaque région. En même temps, il est compréhensible que trop souvent, on les utilise pour informer les analyses de durabilité. Il est important de comprendre quelques-uns des risques associés à dépendre de ce type de données. La première image sur ce transparent est une photo du ruisseau qui traverse ma propriété avec de l'eau qui est le produit de toute la pluie en février 2020. Mais l'agence du gouvernement a déterminé qu'il y avait des poissons qui vivaient dans ce ruisseau et qu'ils étaient en danger d'extinction. C'est peu surprenant étant donné qu'il y a rarement de l'eau dans ce ruisseau. La photo du milieu est d'un kangourou qui mange de l'herbe sur notre gazon pendant la sécheresse. J'ai donc rempli mon quota d'au moins 2 photos de la faune australienne et je peux passer à la dernière image. Pourquoi un lit? Eh bien, selon un célèbre service de cartographie, notre ferme est en fait un hôtel. Bien sûr, nous n'avons pas encore reçu la première critique de notre hôtel. Ceci peut être amusant et peu surprenant, mais il va sans dire que les données satellitaires de télédétection doivent être fondées sur la réalité, la vérité. Cela est essentiel. Donc, je voudrais parler de quelque chose de plus fondamental. Le type d'information, quand elle est présentée, et surtout si elle est présentée dans le contexte de pouvoir changer quelque chose sur une exploitation, est un résultat, mais peut être contre-productif. Une partie importante d'utiliser un ensemble industriel d'indicateurs de durabilité est-ce qu'ils seront ciblés sur la ferme. Et l'information peut être utilisée pour informer directement ce qui peut être fait pour améliorer. L'importance du contexte local sera beaucoup mieux intégrée au système. Vous devez identifier les composantes spécifiques du système d'irrigation où il pourrait y avoir des possibilités d'économiser de l'eau. Et quand vous recherchez les options technologiques disponibles qui conviennent à votre sorte d'agriculture, à votre système, pour déterminer les meilleures options, le type de sol, la source d'eau, la distance de la source, la qualité de l'eau, les besoins en main-d'œuvre, l'assolement des cultures et l'accès au capital doivent tous être tenus en ligne de compte. Voilà donc tous les aspects importants. Comme je l'ai déjà dit, un défi avec l'évaluation du cycle de vie est que cette évaluation se concentre sur un seul chiffre et ne reflète pas la complexité ni la variabilité des systèmes de culture. Comme ce diagramme montre, il n'y a pas un seul chiffre pour représenter l'efficacité dans l'utilisation optimale de l'azote. Il s'agit d'une gamme d'efficacité que l'on pourrait appeler optimale. L'utilisation de l'azote est un des principaux éléments qui contribuent à l'empreinte de carbone du coton. Mais ce niveau de nuance n'est pas expliqué, on ne peut pas l'expliquer sur une simple étiquette. Surtout lorsque, en plus de l'empreinte carbone, il faudrait ajouter au moins une douzaine de catégories de répercussions différentes.
Il faut également savoir que les méthodologies LCA pour évaluer l'impact sur l'eau distinguent entre l'eau verte ou la pluie et l'eau bleue, l'irrigation. L'eau verte ou les pluies n'est pas incluse dans le calcul de l'impact sur l'eau. Donc, une culture irriguée avec irrigation pluviale aura un score pratiquement de 0 quant à pénurie d'eau. Donc, si l'on veut économiser de l'eau, il faut vérifier s'il y a de véritables économies dans les pratiques améliorées de gestion ou simplement un changement, un passage de la production irriguée à celle qui est irriguée par la pluie. Donc, c'est cette dernière où il n'y a pas de changement ou d'amélioration au niveau du champ. Cette inclusion de l'eau bleue ou d'irrigation, mais non pas de l'eau verte ou pluviale, me semble être un biais implicite contre l'irrigation quand on calcule l'empreinte de l'eau, surtout si l'information est utilisée pour promouvoir qu'un produit a une empreinte hydrique réduite. Je reconnais que cela peut être relativement biaisé, étant donné que j'ai grandi sur une exploitation cotonnière irriguée. Mais il faut accepter l'importance d'assurer que l'eau soit partagée de façon équitable entre les différentes utilisations concurrentes. Alors, que cela veut-il dire? En guise de conclusion, et étant donné que la collecte de données est onéreuse, il est nécessaire de mieux comprendre comment les deux systèmes, un ciblé sur l'exploitation et un autre sur la chaîne d'approvisionnement, puissent s'aligner davantage pour minimiser les frais et maximaliser la valeur pour l'exploitant. Nous devons assurer que l'importance accordée à la durabilité et à sa mesure exige une vision sur le long terme au lieu de se concentrer sur un seul moment dans la durée. En tant que système complexe et naturel, les données agricoles seront extrêmement variables sur le court terme. Je crois que l'industrie cotonnière doit mieux contrôler le récit relatif à la durabilité de l'agriculture cotonnière. Et cela veut dire s'éloigner d'une évaluation du cycle de vie limité à un moment dans le temps. Nous devons comprendre que si la nature est magique, il y a des limites à cette magique. Et tous les types de magique et pas tous les types de magie sont naturels en origine. Il y a aussi une magique de la méthodologie et du marketing. Bien sûr, une collecte systématique et robuste de données est difficile, en particulier étant donné le nombre de petits agriculteurs qui cultivent le coton. C'est donc une possibilité de mettre en relief un projet financé par l'ISEAL qui inclut le CCIC comme membre du comité de direction. Une des choses que nous attendons, c'est de pouvoir avoir un ensemble clé de 15 indicateurs. Cela se fait sous la direction de l'Initiative pour un meilleur coton, mais en impliquant toutes les initiatives de durabilité et se concentre sur la production d'une façon claire et cohérente de mesurer et d'informer des progrès des exploitations qui participent à des régimes de certification durables et individuels des produits de base. Il faut
tout en se concentrant sur l'utilisation des données pour aider les producteurs à améliorer leur façon de cultiver le coton, il faut aussi rechercher comment les données peuvent être utilisées pour appuyer les compagnies. Ceci est bien sûr très ambitieux, mais voici l'alternative. Si nous ne pouvons pas améliorer la façon comment l'industrie appuie l'agriculture du coton dans sa durabilité, nous serons de plus en plus soumis et au merci de ce type de comparaison. Merci beaucoup, Alain, de cette présentation très intéressante qui sera encore plus importante au cours de cette année-ci parce que la commission permanente et ses gouvernements ont déjà déclaré que le thème sera la durabilité et le panel consultatif du secteur privé parlera aussi de l'étiquetage. Donc, tout ce que vous avez évoqué aujourd'hui sera certainement d'un grand intérêt au cours de cette année. Nous avons donc quelques questions qui nous sont parvenues. Veuillez écrire vos questions dans la section questions-réponses Q et A. D'abord, une question sur la question de l'échelle dans l'analyse de durabilité. Au niveau des exploitations, comment améliorer la rentabilité en améliorant la production d'eau, mais le système pourrait devenir moins durable. Donc, c'est un commentaire. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet ou est-ce que vous êtes d'accord? Oui, il y a toujours un équilibre à trouver quant à la répartition de ressources partagées comme l'eau. Il faut essayer de trouver une approche fondée sur la communauté pour l'utilisation de l'eau. La façon dont l'eau est répartie dans une juridiction doit tenir compte du niveau communautaire avant tout. Sinon, l'utilisation n'en sera pas durable. Oui, le point suivant de la question est comment assimiler les éléments externes quand on calcule les mesures de durabilité. Comment valoriser les externalités de ce genre? Oui, en Australie, nous avons travaillé sur la gestion à la fois des adventices et de l'eau. Et cela est certainement un véritable défi. Si tout le monde le fait, tout le monde pourra mettre en commun et partager les bénéfices qui en seront retirés. Il faut trouver un équilibre entre les contributions et les bénéfices pour être efficace. Cela est préférable à séparer entre bénéfices internes et externes. Oui, merci, Alain. Y a-t-il d'autres questions? Je suppose que Keshaf a des questions, mais je vous remercie de cette excellente présentation. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Y en a-t-il? Apparemment pas. Si vous pensez à d'autres questions, vous pouvez les envoyer par courriel
ou alors les placer dans le chat pour pouvoir y répondre de façon individuelle et séparée. Merci Alain à nouveau pour cette présentation très intéressante, très actuelle. Le débat se poursuivra tout au long de cette année et nous attendons donc d'autres contributions encore de votre part. Notre orateur suivant est le docteur Marcelo Paetas. Marcelo est le directeur de l'INTA, qui est l'Institut national de recherche agricole à Santa Fe en Argentine, où il est chercheur et chef de projet de l'équipe cotonnière qui se concentre sur la physiologie et l'agronomie des cultures, la biotechnologie et l'amélioration génétique. Marcelo a obtenu son diplôme d'ingénieur agronome à l'Université nationale du Nord-Est, Corrientes, Argentine. Il a obtenu son doctorat en physiologie et agronomie du coton à l'Université du Queensland en Australie. Donc, il est aussi un peu australien. Il est membre de l'APA, l'Association pour la promotion de la production cotonnière, qui rassemble tous les représentants de la chaîne cotonnière de Santa Fe en Argentine. Il est également le coordinateur des accords académiques et techniques entre l'INTA et d'autres organisations nationales et internationales, principalement en Amérique du Sud. Tout comme Alain, il est membre du SEEP, le groupe d'experts sur la performance sociale, économique et environnementale du Comité consultatif international du coton, CCIC. L'intérêt principal du docteur Marcelo est de relier et de promouvoir la recherche et le développement avec l'industrie cotonnière par le biais d'une interaction publique et privée pour une production durable. Merci beaucoup de m'avoir présenté. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde. C'est un véritable plaisir de faire partie de ces webinaires sur le coton. Voici ma présentation que je projette. Donc, nous, à nouveau, dans le cadre de la conférence numéro 7, conférence mondiale sur la recherche en matière de coton. Comme Alan l'a déjà dit, le docteur Keshav Kranti m'a laissé le choix du thème de cette présentation sous le thème général « Si le coton est gourmand en eau ». Tout d'abord, je voudrais donc mentionner que nous sommes une équipe qui travaille sur le coton depuis plus d'une décennie en Argentine. Comme vous le voyez, c'est une équipe jeune de scientifiques et chercheurs et vulgarisateurs enthousiastes liés à de nombreuses autres personnes. Nous avons l'engagement envers la production durable de coton et aussi les besoins des différents territoires. Nous sommes donc jeunes, avec un âge moyen de l'équipe de 34 ans. Les secteurs publics et privés participent également, ainsi que la communauté scientifique d'autres pays, surtout en Amérique du Sud. Vous voyez une carte avec le cours du fleuve Paraná. Vous voyez les zones humides en vert. En dehors de cette province, aux limites, les terres sont beaucoup plus arides. Nous devons donc tenir compte de 4 aspects, l'eau et le coton dans le monde entier, la mécanisation qui s'est fortement développée au cours des dernières années. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un aperçu. D'abord, nous allons parler de 4
aspects que vous voyez sur le transparent, à savoir l'eau et le coton dans le monde entier. S'agit-il de mythes ou de faits ou de désinformation? Ensuite, comment le coton gère-t-il la disponibilité en eau? Comment le coton pousse-t-il et se développe-t-il? Les éléments de base. Quelles sont les principales limitations à la production et les pratiques agronomes, surtout en matière de stress hydrique? Commençons donc. Quand nous parlons de l'eau et du coton dans le monde entier, l'information disponible est très nombreuse. Cependant, il y a beaucoup de positions différentes liées à l'utilisation de l'eau et à ses répercussions. La raison de disposer de données fiables rend notre analyse et notre position plus forte, qu'il s'agisse d'un mythe ou de fait ou de désinformation. Un exemple, la production du coton liée à des images du bassin asséché de la mer d'Aral. Trois raisons pour lesquelles le coton n'est pas durable. C'est un choix difficile, de l'eau pour les gens ou pour les cultures. Alors, quelles sont les actions que nous devons mener pour inclure les communautés cotonnières? Je sais que la situation est différente dans chaque pays. Donc, nous devons travailler ensemble pour améliorer les mesures et les politiques. Cela doit toujours être une préoccupation majeure, c'est-à-dire la durabilité. Je crois que là se situe le principal défi. Je vais vous raconter une petite histoire. À droite, vous voyez la photo de Madame Rose, Doña Rosa, comme nous l'appelons en espagnol. Elle gère une petite épicerie dans la région. Quand elle a su que j'allais commencer à travailler sur le coton, il y a plus de 15 ans déjà de cela, elle m'a dit « Le coton utilise trop d'eau. C'est une agriculture non durable. » Elle avait une exploitation. Alors, combien de Doña Rosa est-ce que nous connaissons? En effet, on a critiqué le coton pour son utilisation intensive de l'eau dans sa production et sa transformation. Quoique 40% de la zone cultivée en coton dans le monde entier se fait sous conditions pluviales et le volume d'eau utilisé dans la production de coton ne constitue que la moitié de l'eau utilisée pour cultiver le riz et la canne à sucre. Voici l'eau d'irrigation utilisée par le coton et d'autres cultures. Quand nous comparons différentes cultures irriguées, le blé, le riz et le maïs, qui sont les principales cultures, eh bien, elles représentent 15, 13 et 10% respectivement, et seulement 3% pour le coton. La variabilité environnementale entre les saisons est également essentielle pour bien comprendre la dynamique des cultures sous irrigation et quantifier l'utilisation de l'eau. La distribution du coton dans le monde entier varie d'une région climatique à l'autre. L'adaptation xérophilique confère une caractéristique unique aux relations hydriques de la culture. En outre, dans de nombreux pays, les exploitations cotonnières sont situées
dans les environnements les plus extrêmes et limités comparé à d'autres cultures. C'est ce qui se passe en Argentine et ailleurs. Le coton irrigué s'étend de l'Espagne à l'ouest du Pakistan, au sud-est de l'Inde et le nord-est de la Chine, y compris tous les pays riverains de la Méditerranée. On le cultive également dans les pays d'Asie centrale et sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. D'autre part, les régions de coton avec irrigation fluviale incluent l'Amérique centrale et du Sud et le sud du Sahara. Entre ces extrêmes, le coton est produit avec une irrigation supplémentaire dans les régions semi-arides et humides comme l'Australie et des régions d'Amérique du Nord. Les rendements nationaux en coton d'un pays à l'autre sont associés au pourcentage d'irrigation, mais pas seulement attribué à l'eau, mais également à la technologie appliquée, c'est-à-dire aux semences, programmes de gestion, systèmes d'irrigation et autres. L'environnement pour la culture du coton, plus les relations hydriques, plus les variations intersaisonnières sont essentielles pour bien comprendre la performance et le rendement d'une culture. À partir de données officielles du CCIC, vous voyez sur le graphique combien de litres d'eau irriguée il faut pour produire 1 kilo de peluche. En moyenne, 1214 litres pour produire 1 kilo de peluche dans le monde entier. Si vous faites quelques recherches sur Internet, vous verrez des données qui parlent de 7 000 à 29 000 litres d'eau pour 1 kilo de peluche. Ceci montre à nouveau quelle est l'importance de disposer d'un ensemble de données fiables et de statistiques dans le monde entier, parce que cela est essentiel pour pouvoir discuter dans ce débat. Ces données proviennent également de la base de données du CCIC. Ce graphique montre le pourcentage de superficie irriguée de façon pluviale autour du monde et qui atteint 55% de la superficie totale. Cette situation pourrait bien sûr changer d'année en année en fonction de conditions environnementales croissantes et de la pluviométrie. Dans certains cas, une irrigation supplémentaire est nécessaire. Cela montre également le défi de produire du coton en fonction de la pluviométrie, qui est souvent aléatoire, comme cela a été le cas récemment dans de nombreuses régions du monde. Nous parlerons plus loin de certaines mesures qui sont nécessaires pour surmonter les déficits hydriques. Alors, comment le coton gère-t-il la disponibilité en eau? Comment le coton pousse-t-il et se développe-t-il? Il y a 3 questions fondamentales liées au débat au coton. D'abord, le contexte xérophilique, les ancêtres sauvages du coton. Cela a été très bien expliqué lors du webinaire précédent. Le deuxième aspect dont il faut tenir compte, ce sont les modèles, les types de développement et de base et la croissance des processus physiologiques en réponse au stress hydrique. Il y a aussi la sensibilité au stress hydrique, la sécheresse ou les terres détrempées. Cela va dépendre de l'étape dans laquelle se trouve la culture, l'intensité, la duration du stress, l'environnement.
la disponibilité de la quantité d'eau va avoir son influence sur la qualité de la culture. Le concept de durabilité, imaginons que nous avons un scénario de terre détrempée ou de sécheresse ou d'autres scénarios intermédiaires. Essentiellement, c'est lié à quel type de récolte nous parlons, la denticité de l'eau et la relation avec le stress hydrique, et la définition du stress hydrique qui comprend l'eau et l'humidité. La pratique agricole dans l'exploitation agricole, le coton est une plante vivace qui pousse sous un schéma indéterminé qui contrôle la croissance de la plante. Le régulateur de croissance, c'est le nombre de fruits sur la plante. Alors que la plante atteint sa charge de fruits, cela ralentit la production. Un équilibre efficace entre le développement végétatif et la fructuaison et la production de fruits est essentielle. Alors que la charge de capsules augmente, la croissance terminale et la production de nouvelles nodes se ralentit et puis prend fin. C'est important pour comprendre la courbe de croissance. L'autre chose importante à comprendre, donc, c'est cette courbe de développement et de croissance. Cette courbe vous montre l'accumulation de matière végétale sèche et sa relation avec les organes reproducteurs. Environ 70% du poids de la capsule est accumulé avant que la période végétative ne prenne fin. Toute limitation qui se produit, toute situation limitante qui se produit pendant cette période aura des effets délétères sur le rendement du coton et sur sa qualité. Donc nous devons nous focaliser sur cette période critique en termes de gestion agronomique. Le coton donc, est une plante intelligente, vous le savez, et donc il a besoin de 2,25 fois plus d'énergie pour produire l'huile et donc les graines que pour produire la cellulose, la fibre. Et donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour que la plante cotonnière soit un succès? Tout d'abord, nous savons que c'est la population de plantes par mètre. La deuxième chose, c'est le nombre de capsules maintenues par plante. Et ceci est essentiellement lié au maintien de fleurs et de capsules. Et la troisièmement, c'est le renforcement du poids des fibres, ce qui donnera de la stabilité. Et donc, une fois que nous savons cela, et lorsque cela se produit, nous pouvons parler des effets critiques. Voyons ce qui se passe avec ce type de production et des différentes phases de culture. La plante de coton se produit dans une série de stages pendant son développement de la semence qui est dormante jusqu'à la fibre mature. Ces différentes phases sont distinctes, mais elles se chevauchent par ailleurs dans certaines situations. Lorsque il y a suffisamment d'eau, le développement phénologique continue pendant plus longtemps, ce qui mène à des plantes plus grandes et à de meilleurs rendements. Lorsque l'offre est limitée, c'est l'inverse qui se produit. L'adaptation cruciale de la plante de coton, c'est que lorsque il y a moins d'eau, la plante répond et arrête son développement morphologique et se focalise sur la maturation des fruits qui sont déjà en place. Pendant la phase végétative, la consommation en eau est réduite par rapport aux phases suivantes. Le rythme d'évapotranspiration, l'eau disponible à la plante et la teneur en eau du sol sont des mesures clés pour prédire la performance du coton et suivre cette performance. Nous pouvons dire que l'eau a des conséquences très importantes et cela maintient les feuilles froides. La sécheresse, lorsque nous voulons définir la sécheresse, c'est défini
par une faible disponibilité d'eau. Et nous avons des expériences pour comprendre les effets des stress hydriques sur le coton au champ, en utilisant les écarts entre les rangées, des plastiques entre les rangées et des abris pour nous assurer que nous limitons des abris contre la pluie pour limiter la disponibilité en eau. On a donc mesuré l'humidité du sol ainsi que d'autres matériels pour mesurer d'autres effets processus physiologiques, la photosynthèse, la conductance stomatale, le potentiel en eau sur les plantes et d'autres. Nous considérons que le stress hydrique, qu'il y a un stress hydrique lorsque le sol a moins de 50% représente moins de 50% de la capacité du champ. La réponse du coton au stress varie selon le stage de croissance, le niveau de stress et la longueur de temps auquel il est exposé à ce stress. Voici certaines informations qui sont liées à cela. Bien que le coton a des antécédents sérophytiques pour prévenir la réduction de rendement, les récoltes de coton généralement ont besoin d'avoir suffisamment d'eau pour permettre environ 700 mm d'évapotranspiration, donc qui est considéré comme la transpiration plus l'évaporation au sol. Mais le manque d'eau à certains stades peut être critique. Par exemple, lorsque le stress hydrique a été imposé pendant la phase végétative, les éléments suivants se sont produits. Il y a une réduction de la population des plantes, il y a eu une réduction de la matière végétative. Process involved in cell expansion and division was affected. Il y a une division. La réduction du rendement entre les différentes sources et la phase végétative a un impact plus grand sur le rendement final qu'aux autres phases. Par exemple, 6 kg de réduction de la production de fibres par journée de stress. Donc, lorsque cela se produit pendant la phase végétative, on a encore le temps pour compenser par la suite. Lorsque le stress hydrique a été imposé pendant la phase de la floraison, essentiellement, il y a une réduction des sites où les fruits sont apparus. C'est un des grands effets. Il y a eu également une sorte d'avortement des fleurs, des boutons de fleurs. En termes de réduction de rendement, c'était très efficace dans certains cas, produisant jusqu'à 15 kg de réduction de production de fibres par journée de stress. Et la qualité de la fibre, bien entendu, a été affectée également. À ce stade, lorsque nous parlons de compensation, si cela se produit, si le stress hydrique se produit au début de la période de floraison, le mécanisme de compensation se produit. Mais parfois, les mécanismes de compensation ne se produisent pas. Et parfois, donc la compensation, c'est qu'il y a une nouvelle position latérale et verticale de la fleur. Et donc, si nous considérons le tableau, lorsque nous appliquons le stress pendant la maturité, nous voyons que la taille des capsules a été réduite. La plante arrive à maturité plus tôt, ce qui affecte également la qualité de la fibre. Nous réalisons également des programmes d'amélioration de phytosélection par marqueurs génétiques, marqueurs moléculaires liés à la mutagénèse pour le stress abiotique et pour obtenir un meilleur rendement au niveau de l'égrenage. Mais ce sur quoi je voudrais me focaliser et m'assurer que le message soit clair, c'est que on comprend bien que les génotypes modernes peuvent être plus efficaces dans leur consommation en eau, dû à différents facteurs, par exemple une période plus courte pour arriver à la maturité que les génotypes plus anciens, par exemple ceux des années 80 ou des années 70. Et donc, il y a une évolution en termes de sélection de génotypes et de génotypes liés à l'efficacité de la consommation en eau de la plante. L'autre chose, et on a parlé de sécheresse, mais il y a également les plantes engorgées
c'est que l'engorgement se fait lorsqu'il y a trop d'eau disponible pendant certaines périodes. Et nous voulions faire des expériences avec les conditions au champ et simuler l'engorgement en utilisant une expérience où il n'y a pas, où on n'éliminait pas l'eau de la terre au champ pour étudier et comprendre les effets sur le rendement et la qualité. La réponse au stress du coton varie selon le stade de croissance également. Ça dépend de quand l'engorgement se produit, le niveau de stress et la longueur de la période imposée où le stress a été imposé. La réduction de 16 à 19% de fibres avec un engorgement pendant la floraison pour des sillons étroits par rapport à des sillons conventionnels. Donc, les systèmes de rangée étroite produisaient un rendement différent. Donc, on compare les systèmes conventionnels avec les systèmes étroits que nous avons en Argentine. En tant qu'exemple, je voudrais partager avec vous un modèle pour vous expliquer quel type de processus lorsque nous avons une irrigation supplémentaire. Parce que normalement, au début de la récolte, au début de la production, il ne faut pas trop d'eau. Mais nous irriguons tôt et ceci produit un effet sur la plante et sa croissance et son interception de la luminosité. Tout ceci avant la floraison, donc. Et ceci provoque une augmentation de matière pendant la floraison, mais générera une augmentation de production de fruits, une augmentation de la production du fruit. Et donc, essentiellement, comme nous voyons dans ce diagramme, en tenant compte de différentes situations, pour différents stress hydriques. Considérant le niveau d'eau disponible, on comprend que on peut passer d'un excédent d'humidité au sol, ce qui provoquera davantage de croissance de la plante. Dès que nous passons de l'irrigation optimale à un stress hydrique important dû à un excédent d'eau, le premier processus affecté est l'expansion des feuilles, comme on l'a vu. Alors, ce qui va limiter le nombre de cycles pour les fruits, la longueur de la fibre, et ceci sera affecté par la production du carbohydrate dû à la photosynthèse qui va évoluer à la baisse, ce qui va affecter la production des capsules et donc va affecter la production, la croissance de la plante. Les racines du coton présentent certaines caractéristiques lorsque l'on parle de sécheresse, parce qu'ils peuvent explorer une grande partie du sol. Donc, lorsque nous voulons comparer les séquences de processus et les comparer avec les stress hydriques, on peut dire que le niveau d'eau disponible, nous pourrons comprendre qu'il y a différents processus liés. Par exemple, le premier est lié à la sensibilité. On commence au niveau cellulaire, résistance stomatale, expansion des cellules. Ce sont là les premiers processus qui sont affectés lorsqu'il y a ces stress hydriques. Et ensuite, c'est suivi par le taux de croissance de la feuille et le taux de photosynthèse et ce qui affecte ensuite la canopée
et l'interception de lumière, la photosynthèse, et donc, en fin de compte, le rythme photosynthétique. Et donc, ceci montre l'importance de comprendre quel processus pour chaque situation et chaque réponse. Dès que l'humidité disponible au sol commence à diminuer, l'expansion des feuilles est affectée d'abord, et ensuite la photosynthèse, l'expression des feuilles provoque certaines relations, ce qui affecte la rétention des fruits. Et dès que l'on diminue l'expansion des feuilles, cela affecte le rendement final dû au nombre de fleurs et de fruits produits. Donc, que se passe-t-il lorsque nous comparons ce graphique, par exemple, lorsque nous considérons le potentiel des feuilles dans les processus de photosynthèse, lorsque la plante souffre d'une période de déficit hydrique, ceci affecte également la réduction de la photosynthèse et par la suite, si le stress continue, si la translocalisation. Il est important de mentionner que les résultats inter-campagnes sont importants pour comprendre la variabilité en termes de rythme d'évapotranspiration et de pluviométrie. Dans ce chiffre, nous pouvons voir des années avec des plus hautes exigences en évaporation, telles que 2006 et 2008, ce qui montre une diminution conséquente en termes de rendement lorsque il y a eu un plus grand déficit d'eau dans le sol. Voilà pourquoi chaque année exige sa propre stratégie de gestion de l'eau. Et voilà pourquoi les statistiques en termes d'eau, à l'échelle mondiale, peuvent changer de manière radicale d'une année à l'autre. Que faire pour compenser les stress hydriques? Nous pouvons proposer différentes actions. Nous pouvons proposer et évaluer les pratiques pour tenir compte de chaque situation. Des pratiques agronomiques. L'une des actions possibles, c'est la rotation des récoltes et des cultures de couverture. En Argentine, au nord de Santa Fe, dans cette région-là, on utilise 2 récoltes par an, ou 3 récoltes par an, 3 cultures par an, ou 3 récoltes tous les 2 ans en fait. Et donc pour nous, la rotation des cultures est essentielle. Voilà pourquoi le cycle des cultures est court par rapport à d'autres pays. La deuxième action, c'est le zéro labour. Zéro labour, c'est une action pour protéger le sol et pour perdre moins d'eau due à l'évaporation. La troisième action, c'est l'utilisation d'engrais au moment du semis et avant la floraison. Cette action peut nous aider à résister contre des stress hydriques qui adviendront par la suite. S'il y a suffisamment de sol, de nutriments au début du cycle, avant la floraison, on peut compenser pour les stress hydriques futurs. Quatrièmement, c'est la configuration des récoltes. La configuration des récoltes, pour nous, est liée à des systèmes de sillons étroits, par exemple. C'est très populaire chez nous. Cinquièmement, adapter les dates de semis. Lorsque l'on parle de dates de semis, on veut s'assurer que le moment de la phase critique permet les meilleures conditions de développement. La bonne température, les bonnes conditions de pluviométrie. Donc parfois, il faut étudier donc la date de semis de la sorte. Les régulateurs de croissance, nous savons qu'il faut un équilibre entre la biomasse végétative et reproductive pour s'assurer que l'on ait une meilleure gestion de l'eau. Septièmement, gestion intégrée des ravageurs, il faut des récoltes saines. Et huitièmement, gestion intégrée de la fibre, non seulement à la récolte de la fibre, mais également
à la fin de la chaîne de transformation. Il faut donc une bonne qualité de fibres. Donc, il faut une bonne santé des sols, une bonne gestion, des bons systèmes de drainage et d'irrigation. Les systèmes de drainage et d'irrigation ont évolué énormément au cours du monde, autour du monde. Les différents systèmes d'irrigation, goutte à goutte et autres. Et donc, chaque situation exige que l'on continue à étudier la chose pour s'assurer que l'on utilise les meilleures gestions de l'eau. Il faut davantage de recherche avec l'intégration de différents facteurs, avec le coton et d'autres récoltes dans la rotation pour chaque région de production. Et enfin, il faut des programmes d'amélioration du matériel génétique adaptés au niveau régional pour obtenir des variétés adaptées aux différents stress dus aux différentes régions, pour tenir compte donc de l'architecture de la plante locale. Quelles autres actions peut-on entreprendre pour surmonter les limitations en pluviométrie ou en disponibilité de l'eau? Nous devons continuer la recherche sur la physiologie du coton pour chaque région de production et chaque type de conditions environnementales. Nous devons continuer de vulgariser, de former les agriculteurs et les techniciens et la chaîne de coton sur la production et sous des conditions de disponibilité limitée en eau. Et il est important d'avoir une disponibilité d'informations météo donc les données historiques, météorologiques, mais également les données quotidiennes. Tout cela est très important. Il est bon de penser à investir dans les stations météorologiques pour obtenir des informations adéquates et immédiates, donc en ligne, liées à l'eau, adaptées à votre région. Il est également important, comme Alan l'a mentionné dans sa présentation, d'utiliser des indicateurs sur la consommation en eau de toute la chaîne de coton pour assurer la production durable. Et donc, il faut mieux étudier ces processus de durabilité. L'utilisation des indicateurs est importante pour tout type de développement que nous voulons faire, pour considérer les aspects sociaux, environnementaux et la reproductivité. Donc, quelle réponse devons-nous donner à Madame Rose, Mademoiselle Rose, Doña Rosa, pour conclure? Nous pouvons lui dire que les variétés modernes sont mieux adaptées au manque d'eau que les anciennes variétés de coton. Et on peut lui dire que d'autres récoltes, d'autres cultures utilisent davantage d'eau de l'irrigation par le monde. On peut lui dire que les progrès dans la recherche autour du monde permettent de mieux comprendre les relations entre l'eau et la plante et les carences et comment gagner de l'efficacité, qu'il y a de plus en plus de technologies disponibles pour permettre un meilleur usage de l'eau dans l'exploitation agricole et en dehors des exploitations agricoles, donc à une plus grande échelle. On peut également lui dire qu'il y a des programmes de production de coton durable et différents indicateurs sur la production durable, ce qui est une information cruciale qui est disponible, et que la formation est également disponible pour nous assurer que nous nous engageons sur la bonne voie et que nous avons la bonne information. Et vous pouvez également décider pour vous-même si vous pensez que le coton consomme trop d'eau ou non. Merci beaucoup de votre attention. Merci de cette présentation fort intéressante. Je voudrais également dire à Madame Rosa que la campagne Truth About Cotton, la vérité sur le coton qu'a lancé le l'ICAC l'an dernier, qui parle précisément de ces sujets. Et donc, il est très important de présenter les faits. Et donc, nous devons contrer l'information sur l'usage de l'eau. Nous avons des questions, donc je vais commencer
Je pense que ceci est une demande de précision de Mme Taliki. Les kilos de réduction de fibres par jour, est-ce par hectare? Oui. Question suivante. Venkatesh Rechu. Quel est le rôle des systèmes de racines de coton pour avoir une meilleure performance dans des conditions de sécheresse? Quelle est l'importance de la racine par rapport au système au-dessus de la surface? Eh bien, c'est une question très intéressante lorsque nous parlons de la physiologie et nous parlons de l'agronomie. C'est très important parce que c'est le premier contact avec la nature lorsque il y a la première germinaison des graines. Parfois, vous pouvez avoir des limitations dans le profil du sol. Lorsque vous avez cette limitation, une zone compactée, par exemple, et les racines sont endommagées, ceci peut poser problème. Ça peut être une limitation. Donc, vous pouvez utiliser des procédures de gestion mécanique pour vous assurer que la culture, la récolte, peut planter ses racines plus profondément. Mais si vous avez un système de sol suffisamment profond, le système de racines est essentiel pour lutter contre le stress hydrique. Nous savons que la racine se développe pendant la première partie de la période jusqu'à la floraison. Donc, si vous n'avez pas d'une eau excessive disponible au début, la racine souffrira un petit peu, mais trouvera néanmoins des couches plus profondes et recherchera de meilleures conditions, davantage d'eau en profondeur. Voilà pourquoi il y a une certaine controverse. Il ne faut pas trop irriguer au début. Créer un petit déficit pour que la racine s'adapte et s'implante plus profondément pour être adaptée pour un manque d'eau par la suite. Donc la racine est très importante pour l'adaptation au stress hydrique. Merci. De Sibylle Bourguignat. Est-ce que vous diriez qu'il y a des différences énormes concernant la consommation en eau, concernant pour ce qui est du coton produit avec pesticides ou sans pesticides? C'est également une autre question intéressante qui est liée à la présentation précédente également. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsque nous parlons de durabilité du coton, et nous avons une récolte saine en termes de nutriments, en termes d'eau, eh bien, l'équilibre, si on le regarde du point de vue agroécologique, le coton est plus sain et donc on utilise peut-être moins de pesticides. Et on doit donc gérer la récolte d'une manière différente. Je puis vous dire une chose qui est réelle. Lorsque nous comparons les variétés BT avec non BT avec le même antécédent génotypique, le coton BT est peut-être plus efficace dans son utilisation de l'eau parce que le coton non BT peut être endommagé en termes de ravageurs des insectes. Donc. Et le coton peut se récupérer et compenser par la suite pour ces dégâts. Et donc, votre cycle de coton sera prolongé et plus long et donc consommera plus d'eau. Par conséquent, et donc pour répondre à la question, il faut considérer si nous voulons avoir une récolte saine, si nous avons une plante saine ou non, essentiellement. Okay, thank you. So the next one from Nitin Chaudhary. Nitin Chaudhary. Quel stade de la croissance de la plante est la plus critique pour résister au stress hydrique dans les conditions de l'Inde? Eh bien, pour les conditions de l'Inde, vous dire la compétition entre les récoltes, non. Quel stade de la croissance de la plante est la plus critique pour le coton en Inde, pour permettre au coton de résister au stress hydrique en Inde? Bon, je devrais savoir exactement dans quelle région de l'Inde, parce que
la période de stress qui est liée est un stade critique de la floraison dès les 10 journées avant et après. C'est le stade critique. Donc, si je plante le coton dans un endroit, je dois m'assurer que cette fenêtre de ces 20 jours critiques dispose de suffisamment d'eau. Et donc, je pourrais peut-être vous conseiller ou je pourrais peut-être répondre à la question en vous disant que nous devons avoir les données météorologiques disponibles pour nous assurer quand on aura cette fenêtre de cette phase critique. Donc, il faut avoir de bonnes températures. C'est ce que nous pouvons comprendre, capturer à partir de l'environnement. Oui, merci. Une question du docteur Sabech. Y a-t-il un lien direct entre le stress hydrique et la qualité de la fibre quant à ses caractéristiques? Bien sûr, oui. S'agissant de la qualité, il faut parler à la fois de la croissance et du développement. Donc, s'agissant de la façon dont la plante pousse et se développe, nous parlons de la floraison, par exemple, c'est exactement la même situation qui se passe quand il y a du stress hydrique, quand la fleur se développe. Donc après la floraison, les premières étapes ont besoin de pas mal d'eau parce que cela va avoir une influence sur la longueur de la fibre et par après aussi l'accumulation d'assimilés dans la fibre. Donc c'est le même concept. La fibre croît et se développe selon les mêmes principes. Même s'il y a des limitations, il faut en tenir compte pour le développement général de la fibre. Oui, merci. Une question du docteur. Quels sont les niveaux de PGR qui doivent être maintenus, comme vous l'avez expliqué, pour une meilleure rétention de capsules et une meilleure croissance des plantes? Quels sont les niveaux PGR maintenus dans la culture? Oui, c'est une question intéressante qui est essentielle pour toutes les régions du monde. Les régulateurs de croissance sont essentiels, qu'il s'agisse de coton irrigué ou pas. Quant à cette question en particulier, je dois d'abord connaître quelles sont les conditions que vous avez. Si c'est un endroit humide où il y a capacité d'obtenir de plus en plus d'eau, dans ce cas, il faut gérer les régulateurs de croissance qui peuvent être appliqués à différentes doses, à différentes quantités, qui doivent être adaptées aux conditions locales. Si vous avez beaucoup de ressources dans l'environnement, alors cette plante définitivement devra bénéficier d'un régulateur s'il y a des conditions extrêmes comme stress hydrique. Vous pouvez moduler cela. La dose doit être adaptée et fragmentée du début jusqu'à la floraison. Merci. Un participant anonyme. Je ne sais pas pourquoi cette personne est anonyme, mais quelles sont les stratégies examinées pour mieux gérer l'environnement physique du sol et aider à surmonter le stress hydrique, en plus du zéro labour? Autre question
intéressante. Il y a un groupe de chercheurs ici qui travaillent sur l'amélioration physique du sol. En grande ligne, ils travaillent sur l'assolement des cultures, aussi sur les cultures qui sont essentielles dans cette rotation. Mais cela ne fait pas partie, ne sont pas des cultures de rente. Dans la rotation, dans l'assolement, il faut avoir des cultures qui ont de bons systèmes parce que tous les agriculteurs n'appliquent pas ces méthodes. 15% des agriculteurs, des producteurs utilisent le zéro labour, d'autres mobilisent le sol avec des moyens mécaniques, par exemple. Il y a une couche de sol qui est compactée. Ils utilisent un outil pour cela. Mais en général, nous pensons surtout à la rotation de culture, zéro labour et éventuellement des outils mécaniques. Oui, merci. 2 questions en espagnol de Doriana Feuillade. Et quoique mon épouse est hispanophone, j'ai quelques difficultés. Donc, bonjour. Une question pour Williams et ou Marcelo. Comment se maintient le lien entre l'empreinte hydrique et la durabilité sociale? C'est-à-dire, en effet, une très bonne question, le lien entre l'irrigation et la durabilité. Dans les zones irriguées, c'est plus compliqué. En Argentine, ces agriculteurs sont organisés en petites coopératives et ils se partagent l'eau disponible. Et là, il faut s'efforcer d'avoir des équipes de producteurs parce que c'est un point essentiel. Ils doivent être organisés pour savoir quand et comment et combien d'eau ils peuvent appliquer. Donc, excellente question. Pour l'irrigation, il faut travailler en coopérative. Pour ce qui est des conditions non irriguées, la situation est différente. Là, nous dépendons tous, bien sûr, de la pluviométrie, mais on peut bien sûr prier pour qu'il y ait davantage de pluie, mais définitivement, ce n'est pas une stratégie très intelligente pour gérer les systèmes. Mais définitivement, ce lien est un point essentiel pour que les producteurs se réunissent. Cela est essentiel, surtout pour les petits producteurs. Il faut donc, ce lien est en effet essentiel pour l'interaction et l'eau, surtout avec irrigation. Oui, merci. Maintenant, je vais m'efforcer de comprendre la deuxième question. Les interprètes vous traduiront. La deuxième question de Doriana Feuillade. La question est adressée à Williams et ou Marcelo. A-t-on analysé l'impact comparatif entre les systèmes de production cotonnière conventionnels ou traditionnels d'une part et les systèmes agroécologiques et biodynamiques d'autre part?
Very nice question. Oui, très bonne question aussi. Nous travaillons. Oui, dites-la d'abord en anglais, s'il vous plaît, Marcelo. Bon, nous avons comparé la production conventionnelle à la production écologique. C'est un processus intéressant qui est en cours dans beaucoup de pays du monde. On a étudié différents sites dans le nord de notre province, en Argentine, où on utilise déjà, et depuis pas mal d'années, des systèmes agroécologiques. C'est une très bonne façon de comprendre ce qui se passe avec l'écologie et l'agroécologie. C'est un processus qui est en cours, dont il faut tirer pas mal d'enseignements constamment. Il y a les pesticides, les herbicides, les engrais. Il faut penser à l'interaction également avec les insectes qui peuvent être bénéfiques. C'est tout un système agroécologique qui doit nous aider à mieux réfléchir à l'environnement. Nous sommes déjà en train d'organiser quelques expérimentations. Nous sommes donc en train de collecter de l'information, mais ce n'est pas encore suffisant pour faire des comparaisons. Une comparaison ne vaut peut-être pas la peine parce que ce sont des façons de travailler tellement différentes. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est placer ce coton sur un marché spécialisé où l'on incorpore de nouvelles communautés, les communautés autochtones, de petits agriculteurs. Il faut voir cela comme des opportunités ponctuelles et non pas un système complet. Donc, il faut penser à la durabilité sociale, économique et environnementale, les trois aspects. Marcia Lanfranchi demande où elle peut trouver la meilleure visualisation graphique pour montrer comment la plante cotonnière utilise l'eau et quelles sont les étapes cruciales dans la croissance. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Il y a une question du directeur de l'Institut de recherche. Marcelo, à quelle étape de la culture faut-il arriver à un équilibre entre le stade végétatif et le stade productif? Dans les tropiques, l'utilisation des régulateurs de croissance peut être différente. Oui, en fait, ce sont deux questions, dont une est liée à l'équilibre entre les stades végétatifs et productifs. Nous savons que le point de coupe, c'est le moment final après lequel il est difficile de faire quoi que ce soit. Donc, il est bon d'avoir un équilibre entre les stades végétatifs et productifs avant la coupe. Tout va dépendre de l'environnement, si c'est un environnement tropical ou pas, pour savoir s'il y aura des assimilés végétatifs, s'il y en aura davantage ou pas. Nous avons développé, quand une grande quantité de biomasse a été développée précédemment, c'est une situation, ou alors le contraire. Il faut tenir compte aussi de la disponibilité de la lumière solaire. Et de là va dépendre
s'il y aura plus ou moins d'assimilés. J'espère avoir répondu à cette question. La deuxième question portait sur les régulateurs de croissance. Oui, l'utilisation de ces régulateurs dans les tropiques est un thème épineux. Par exemple, les conditions de sécheresse et autres. Oui, nous connaissons cette situation tout le temps ici, dans cette partie tropicale du monde. C'est un véritable défi quand il s'agit d'un lieu aride. Dès qu'il y a davantage d'eau disponible, les problèmes s'accentuent. Ce que je recommanderais donc, si nous ne connaissons pas bien la distribution de la pluviométrie, par exemple beaucoup de pluie ou une période de sécheresse plus longue, eh bien, cela va déterminer la disponibilité d'eau. Il y a aussi le temps nuageux qui intervient. Ce que je ferai, c'est de moduler les doses et de suivre de près la culture, à moins que je sache que l'historique de ce sol est d'une fertilité élevée. Quand tous ces indicateurs sont positifs, alors vous pouvez aller de l'avant. Donc, en grande ligne, c'est ce que je recommanderais. Merci beaucoup. Oui, merci. Okay, thank you, Marcelo. Oui, merci Marcelo. Et il y a encore une dernière question qui est une demande d'information. Nous pouvons le faire. Et une autre question, quand les présentations seront disponibles, oui, nous les mettrons à votre disposition, surtout pour si vous n'avez pas pu participer à toute la session. Je crois que c'est tout quant aux questions pour le moment. Sur ce, je remercie à nouveau les deux intervenants, Alain et Marcelo. Je les remercie d'avoir rendu cette session très intéressante. Apparemment, quelques-uns se sont déjà couchés, il fait déjà nuit chez eux. Donc, nous poursuivrons avec la série le 7 avril, le mercredi 7 avril. J'espère que vous pourrez tous y participer. Quant à moi, je vous remercie vivement. Merci à tous d'avoir participé. Merci aux orateurs. Et Keshaf, vous avez le mot de la fin. Merci beaucoup, Kai. Merci, Marcelo également. Nous avons trouvé votre présentation très intéressante. Vous avez mentionné un biais en faveur ou pas des cultures irriguées et non irriguées, parce que les plantes ont besoin d'eau, bien sûr. Ce sont des éléments d'efficacité que vous devez introduire dans ce système. Personnellement, j'ai toujours cru qu'on ne peut pas compter pleinement sur la pluie dans la production, sur la quantité d'eau nécessaire pour produire 1 kilo de fibres. Discussion between Alan. We'll reserve it for some. Débat qui se poursuivra avec Alan également, mais c'est un thème très important, tout comme la durabilité, bien sûr. Donc, merci à nouveau à tous de cette excellente session.
Merci We'll meet again. d'appuyer le coton mondial. Oui, pour terminer, nous vous remercions et le CCIC d'organiser ces webinaires. Cette information, ces données que produit cette Essential, that's why all the est time essentiel. C'est quelque chose que je voudrais toujours souligner parce que le CCIC a fait un excellent travail en matière de statistiques aussi tout au long de ces années. Cela nous aide à travailler les concepts, à les tester, voir ce qui fonctionne ou pas. Oui, merci. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons le 7 avril. Merci.